l'explication de texte au bac, quelques rappels. L'objectif d'une explication de texte est de rendre compte d'un problème philosophique. C'est-à-dire que vous devez certes rendre compte de ce que l'auteur dit, de sa thèse, mais surtout expliquer à quel problème philosophique il s'en prend, quelle est la difficulté qu'il essaye de mettre en évidence, et surtout aussi comment il propose d'apporter une réponse à un problème. Donc vous lisez plusieurs fois le texte, et puis au brouillon, vous identifiez le thème du texte. Le thème, c'est ce sur quoi le texte tient un propos. Donc là, évidemment, il faut fouiller dans les notions qui sont au programme. Il peut y avoir une ou deux notions, voire trois notions au programme qui sont en jeu dans le texte. À vous de les repérer. Vous repérez de toute façon, de manière générale, les notions clés. Les notions clés qui sont à l'œuvre dans le texte, parce que ça va vous permettre de formuler la thèse de l'auteur. La thèse, c'est ce que l'auteur dit sur le thème donné. Sur le thème de la liberté, je peux soutenir plusieurs thèses. Je peux soutenir que la vraie liberté, c'est le libre arbitre. Je peux soutenir qu'il n'y a pas de libre arbitre parce que l'homme est déterminé. Ce sont deux thèses concurrentes sur un même thème. Une fois que vous avez identifié la thèse de l'auteur, vous la mettez sous forme de question. Vous ajoutez un point d'interrogation à la fin de ce que vous appelez la thèse de l'auteur, et ça vous donne une question à laquelle on aurait pu apporter une réponse alternative, une thèse ou des thèses concurrentes à celle de l'auteur. Je prends un exemple, si par exemple Simone de Beauvoir soutient la thèse que les rôles sociaux hommes-femmes sont essentiellement d'origine culturelle et non pas naturelle, c'est une thèse. Et face à elle, il y a ceux qui disent que non, mais écoutez, si la femme s'occupe des enfants, si on trouve normal que ce soit elle qui s'occupe des enfants, c'est parce que tout simplement c'est naturel. Donc voilà, ça c'est la thèse à laquelle Simone de Beauvoir s'en prend. Alors identifier justement ces lignes de force, ça vous permet de problématiser. C'est-à-dire qu'au-delà de ces thèses qui s'opposent, il y a des principes qui sont à l'œuvre, qui justifient ces thèses. Alors si je reviens à un texte qu'on a fait récemment, celui de Kant, où l'auteur soutient sur le thème de la morale la thèse selon laquelle on ne peut en aucune façon renoncer à sa dignité. Face à lui, on avait vu des thèses concurrentes qui disaient il existe des cas dans lesquels on est bien forcé, ou il existe des cas dans lesquels non seulement on peut, mais même on doit, au sens moral, il serait immoral de faire passer avant toute chose sa dignité. Notamment, on avait avancé un principe général qui était celui du respect de la vie. Principe qu'on pouvait opposer au principe de Kant, puisque Kant dit la grandeur de l'homme tient au caractère absolu de sa morale, donc il soutient l'absoluité de la morale. Elle n'est pas relative à la situation. Et évidemment, on pourrait se dire, mais si ma vie est en jeu, qu'est-ce que j'ai à faire de sauver ma dignité ? Ma vie vaut plus que ma dignité. Donc voilà quelque chose qui pourrait être opposé à Kant. Et si vous mettez ça en évidence, vous comprenez mieux le texte. Après, vous l'expliquez de manière linéaire, mais vous l'expliquez de manière linéaire avec en tête ce contre quoi Kant lutte. Il a un adversaire invisible et vous le clarifiez. Ça vous permet de faire une explication de texte qui évite la paraphrase. Et notamment, vous rappelez au début du texte, il dit « La vie elle-même ne vaut que pour autant qu'elle est humainement vécue ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a en tête des adversaires qui lui auraient dit « Écoute, Kant, la vie vaut plus que la morale ». Réponse de Kant, eh bien non, puisque la valeur de la vie tient justement au fait que l'homme est un être moral. Donc si vous salissez la morale pour sauver la vie, vous faites un bien mauvais calcul. Voilà finalement en somme la thèse de Kant, thèse qu'on arrive beaucoup mieux à comprendre, à mettre en relief si on sait contre qui il lutte, et c'est ça qu'on appelle problématiser. Les enjeux. Donc les enjeux, c'est comme en dissertation, c'est quelles sont les conséquences de l'adoption ou du refus de la thèse proposée par l'auteur. Donc les enjeux peuvent être moraux, juridiques, épistémologiques. Imaginons un texte dans lequel, comme la lettre à Schüler, on nie
l'existence du libre arbitre, on dit que c'est une illusion. Donc ça, c'est Spinoza dans la lettre à Schüler qui dit ça. Eh bien, il y a des enjeux directement qui sont juridiques, qui sont éthiques, en termes de responsabilité. Hein, si je suis déterminé, est-ce qu'on peut encore me tenir pour responsable? Voilà une question qui se pose et qui est un enjeu du texte. Le plan. Alors, le plan ici, c'est à la fois le plan du texte que vous étudiez, mais aussi le plan de votre explication, puisque votre explication sera une explication linéaire. Présentez le texte, présentez ce plan ou essayez de déceler ce plan comme une stratégie de résolution. Quelles sont les étapes de l'argumentation de l'auteur, hein? Et que ce qui compte, ce n'est pas tant ce que l'auteur dit dans une des parties, ce qui compte, c'est ce qu'il fait avec ce qu'il dit. Il réfute, il expose, il y a plusieurs stratégies. Il pose un premier argument, un deuxième argument, pourquoi il y a des parties. Donc, quelle est la fonction de ces parties? Une fois fait ce travail au brouillon, vous pouvez amorcer la rédaction de l'introduction. Alors, je précise bien qu'il s'agit d'une rédaction que vous faites au brouillon. Vous rédigez de manière exhaustive l'introduction au brouillon et vous la recopierez à peu près 1 heure ou 3/4 d'heure avant la fin. Vous laissez la place. Alors, pourquoi cette méthode-là? Parce que souvent, c'est parce que vous avez bien travaillé sur le texte que vous arrivez à beaucoup mieux voir de manière exacte quelle est sa problématique, hein. Quel est son plan? Peut-être au cours de l'étude, vous allez vous rendre compte que vous aviez peut-être mal découpé. Ou ça vous permet de revenir un petit peu en arrière et ça vous permet aussi, évidemment, de ne pas être complètement sec si vous arrivez en fin de période et que vous n'auriez pas fini de la rédiger. Donc c'est bien de l'avoir préparé, comme ça vous êtes tranquille. Et puis vous pouvez l'amender au moment de la recopier. Donc l'introduction comprend 3 petites étapes. Une première où vous faites une présentation rapide du thème du texte et de la question qui est posée, de l'auteur, du thème du texte et la question que le texte pose. Dans la deuxième étape, vous exposez le problème. Vous dites ce texte pose une difficulté, 2 points, ou il y a là un problème, 2 points, ou la difficulté qui se pose ici est de taille, 2 points, et puis après vous exposez la problématique sous forme d'une alternative. Moi j'aime bien ces exposés de problématiques en forme d'alternative. Je trouve que ça met bien en relief la position de l'auteur. Donc j'appelle alternative des formules en ou bien, d'une part, d'autre part. Donc par exemple sur Kant, puisqu'on se souvient qu'il y avait plusieurs principes qui s'opposaient, celui de Kant et ceux de ses adversaires, on pourrait dire, faut-il soutenir le caractère absolu de la morale, ou bien au contraire considérer qu'il y a des principes qui s'opposent à celui de la dignité humaine, dans certains cas, qu'il y a des principes qui s'opposent au respect de la dignité humaine, et qui seraient par exemple le respect de la vie. Et donc là, ça vous donne une tension problématique qui va vous permettre d'exposer la thèse de l'auteur comme une réponse à ça. Du coup, vous présentez dans la foulée la thèse de l'auteur comme une position face au problème. Vous dites, face à ce problème, Kant soutient la thèse que la morale a un caractère absolu et qu'en aucune façon, en aucune situation, ou pour aucune raison, on ne peut renoncer à sa dignité. Et dans un troisième temps, vous annoncez le plan comme une stratégie de résolution. Vous dites, face à ce problème, Kant développe une argumentation qui, dans un premier temps, fait ceci, dans un deuxième temps, fait cela, et dans un troisième temps, fait cela. Donc là, encore une fois, vous dites quelle est la fonction des parties, et pas simplement ce que l'auteur dit dedans. Alors, une variante pour l'introduction, si vraiment vous maîtrisez bien le texte, c'est finalement de produire une accroche comme en dissertation. C'est-à-dire, une fois que vous avez bien identifié la question à laquelle le texte répond, bien vous faites une accroche comme vous le feriez pour une dissertation dans laquelle vous auriez à traiter cette question. Et vous finissez cette première étape de l'intro, puisqu'il y a 3 étapes, vous la finissez par cette question explicitement posée. Et du coup, vous présentez après le texte comme une réponse à la question posée. Et là, l'étape 2 et 3 de l'intro, qui a été présentée à la vignette précédente, ce sont les mêmes.
Alors pour ce qui est du développement, on fait bien une étude linéaire, une étude ligne à ligne. On ne doit pas laisser sous silence certains passages du texte. Justement, on a tendance, en fait, les élèves ont tendance à ne pas commenter des passages qu'ils ne comprennent pas bien. Il ne faut pas hésiter à expliquer que ce passage est plus difficile à comprendre. Hein. Ce que dit Kant à la ligne 3 ne va pas de soi. Veut-il dire cela ou veut-il dire cela? Vous pouvez énoncer des alternatives, mais en tout cas, ne passez pas sous silence des parties du texte. Évidemment, citez le texte. On doit voir, une fois que vous avez recopié votre travail, on doit voir apparaître, entre parenthèses, des citations de ligne. On doit voir des guillemets. Hein, l'un des moyens d'éviter la paraphrase, c'est justement de citer le texte. On est moins tenté de le répéter, modifié et abîmé. Vous devez définir les termes les plus importants à l'intérieur du texte. Hein. Il ne s'agit pas simplement de donner la définition apprise dans le cours ou la définition du dictionnaire. Il faut donner la définition qui est la plus pertinente à l'intérieur du texte. Parfois, l'auteur lui-même définit les termes en question au sein même de son texte. Donner la structure des arguments. Alors pour cela, dans votre lecture, vous avez l'habitude, vous repérez les connecteurs logiques. Par conséquent, donc, or, pourtant. Et grâce à ça, vous pouvez mettre en évidence éventuellement des syllogismes avec des prémices et une conclusion. La conclusion étant la thèse que l'auteur cherche à soutenir. Parfois, un même texte peut comprendre plusieurs arguments. Hein, simplement, l'auteur va soutenir sa thèse de 2 ou 3 manières différentes, avec 2 ou 3 arguments. Et donc, à vous de mettre en évidence la structure logique du texte. Les écueils à éviter, ce sont la paraphrase. La paraphrase qui consiste simplement à répéter le texte, en général en le modifiant en mal. Vous enlevez des mots, vous modifiez des mots pour pas que ça se voit, que vous avez simplement répété le texte. Et alors là, le texte devient inintelligible. Ce n'est plus une explication, ça devient une obscurcification du texte, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc il y a des techniques pour être sûr d'éviter la paraphrase, on y vient plus loin. Et l'autre écueil, c'est l'inverse, c'est le discours loin du texte, ou alors c'est un texte prétexte. Hein, vous avez identifié le thème du texte et vous vous mettez à gloser, à parler, à faire une dissertation un petit peu éloignée du texte, un petit peu ou beaucoup éloignée du texte, ou alors vous donnez votre avis, simplement hors de tout ancrage dans la matérialité du texte. Donc ça, c'est les 2 grands écueils, et ce qui suit, normalement, devrait vous éviter ces écueils. Donc pour éviter la paraphrase, pensez à donner la fonction de ce que l'auteur dit. Il ne faut pas dire l'auteur dit que, il dit que, il dit que, ça c'est symptomatique en général de la paraphrase. Il faut dire ce qu'il fait avec ce qu'il dit. Alors l'auteur peut exposer un problème, il peut donner la thèse d'un adversaire et puis la réfuter. Donc ça, c'est pas simplement ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfute. Il peut aussi donner des prémices. Parce que c'est pas pareil que d'affirmer une conclusion, ou d'affirmer une thèse, pardon, et puis de donner les prémices qui permettent d'établir cette thèse. Donc là, il faut nuancer, il faut voir quelle est la fonction de chaque élément du texte. En particulier, il faut faire attention à la fonction des exemples. Souvent, vous dites, l'auteur prend l'exemple de. Mais ça, à lire le texte, on le voit bien que c'est un exemple. Donc vous n'apportez pas grand-chose avec votre explication. Ce qu'il faut, c'est donner la fonction de l'exemple. À quoi sert l'exemple? Traditionnellement, ça facilite la compréhension. Ça, c'est une des fonctions à laquelle vous pensez. Mais ce n'est certainement pas la seule. Un exemple peut aussi montrer que le concept n'est pas vide. C'est-à-dire que le propos tenu par l'auteur est quelque chose qui a un ancrage réel. Donc si par exemple, vous parlez d'un homme politique honnête, vous pouvez citer Michel Rocard ou Philippe Séguin, ça montre que ça existe, tout simplement. Hein, donc si vous parlez d'une cité idéale ou d'une démocratie, par exemple, une démocratie directe, vous faites de la philosophie politique, vous évoquez la démocratie directe, vous pouvez prendre un exemple dans telle ou telle société où les gens pratiquent la démocratie directe. Puisqu'il reste encore 2 usages de l'exemple. Donc un exemple peut être une analogie. Donc là, il faut bien distinguer l'exemple pur et l'analogie.
Si on prend par exemple Sénèque, dans un texte de la vie heureuse, il nous dit, ben, finalement, le plaisir par rapport à la vertu, c'est comme donc il prend l'exemple, mais en fait vous verrez que c'est une analogie, de quelqu'un qui cultive un champ, il laboure le champ, il ne le laboure pas en vue de faire pousser des fleurs, il le laboure en vue de faire pousser du blé, mais si des fleurs arrivent par surcroît, à ce moment-là, il les accueille avec plaisir, mais ce n'est pas pour ça qu'il a labouré le champ. De même, si le plaisir naît de la vertu, si vous pratiquez la vertu et que vous en tirez du plaisir, à ce moment-là, vous l'accueillez avec joie, mais c'est pas pour ça, c'était pas la motivation du fait de pratiquer la vertu. Donc là, il fait une analogie. Donc c'est un raisonnement par analogie. Il établit l'idée que la vertu n'est pas quelque chose qui vise le plaisir, mais elle est sans faire en elle-même. De même, vous avez fait un texte de Spinoza qui s'appelle La lettre à Schüler. Vous voyez bien qu'il est structuré sur une analogie. Hein. Faut pas dire simplement Spinoza prend l'exemple de la pierre. En fait, il fait une analogie, c'est-à-dire le statut de l'homme relativement à sa liberté est exactement celui d'une pierre qui croirait se mouvoir librement. Hein. Elle croirait être libre parce qu'elle ignorerait les causes qui la déterminent. Eh bien, c'est analogue au statut de l'homme. Et vous voyez bien comment Spinoza établit l'inexistence ou le caractère illusoire du libre arbitre par une analogie. Donc vous comprenez que c'est bien plus riche de parler d'analogie que de parler de simplement dire l'auteur prend l'exemple. Enfin, un exemple, ça peut être un contre-exemple. À ce moment-là, c'est un argument. Hein, c'est-à-dire, prenons, si vous êtes dans une dissertation, par exemple, sur toutes les inégalités sont-elles injustes, quelqu'un veut réfuter le propos selon lequel toute inégalité est injuste. Alors la négation logique, c'est il existe des inégalités qui ne sont pas injustes. Et vous prenez par exemple l'exemple de la notation. Les notes ne sont pas égales pour tous, parce que ce qu'il faut, c'est qu'elles soient proportionnelles à la qualité des copies. Donc, vous donnez un contre-exemple en disant si on donnait une note égale à chacun, ce ne serait pas la justice. Ainsi, vous avez donné un contre-exemple à la thèse selon laquelle l'égalité stricte était la justice. Voyez donc que dans les textes, parfois, un auteur prend un exemple, mais il ne suffit pas de dire il prend l'exemple, il faut aussi voir s'il ne s'agit pas d'un contre-exemple à une thèse qu'il entend réfuter. Donc pensez bien à ces différentes fonctions, hein, faciliter la compréhension, montrer qu'un concept n'est pas vide, faire un raisonnement par analogie ou donner un contre-exemple. Une autre méthode pour éviter la paraphrase et éviter l'autre écueil qui est simplement de gloser et sans aucun ancrage dans le texte. D'abord, vous rappelez la position de l'auteur ou la structure de son argument dans un passage du texte. Ensuite, vous le mettez en question. Vous soulignez une difficulté, vous vous étonnez, vous posez une objection hypothétique. Hein, sur le mode, donc, ce que dit Kant ici ne va pas de soi, par exemple. Ou il y a là une difficulté, en effet, et là vous énoncez le principe qui met en question ce que dit l'auteur. Enfin, dans un troisième temps, vous trouvez dans le texte la réponse à l'objection ou à la question que vous avez formulée à propos du texte. En fait, il faut faire triompher l'auteur. Ça, c'est pour éviter le second écueil. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de gloser sur le texte ou de tout de suite ne pas être d'accord avec l'auteur. Il faut arriver à faire triompher l'auteur. Maintenant, si on le fait triompher de manière plate, on rate le problème. Donc, il faut équilibrer. Alors, je prends deux exemples. Je prends un exemple de John Stuart Mill, où c'est intéressant parce que ça, quand on le lit, on est tout de suite d'accord. Il dit « La seule raison légitime que puisse avoir une société pour user de la force contre un de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres. Contraindre quiconque pour son propre bien, physique ou moral, ne constitue pas une justification suffisante. » Donc on est assez vite d'accord, on se dit « Oui, vive la liberté ». Donc premier principe, on rappelle que Mill expose... Enfin, première étape, pardon. Mill expose le principe du libéralisme philosophique qui fait de la liberté individuelle un principe absolu. Bon, alors si on s'en tient à ça, on n'a pas problématisé. Ne pourrait-on pas objecter à Mill
le fait que la nuisance faite à moi-même touche l'humanité tout entière et en ce sens nuit aux autres. Donc ça, c'est une objection de type un peu kantienne, hein. C'est-à-dire que si je nuis à ma dignité, finalement, ça éclabousse l'humanité tout entière, et en ce sens, ça nuit aux autres. Alors si on s'en tient là, on risque de quitter le texte de Mill. On risque de parler d'un autre auteur, de Kant ou de notre avis au propos du texte. Ce n'est pas l'objet d'une explication. Donc il faut boucler dans un troisième temps en donnant la réponse de Mill. Eh bien, Mill considère précisément que la dignité humaine est sa liberté. Donc on ne peut pas lui objecter que en nuisant à moi-même, je nuis forcément aux autres, puisque je ne peux pas nuire à la dignité humaine, puisque la dignité humaine repose dans le fait même de disposer de sa liberté. Donc l'exemple que je donne de disposer de ma liberté est quelque chose qui renforce l'humanité au lieu de lui nuire. Voilà le point de vue finalement du libéralisme de Mill. Un deuxième exemple qui met en évidence cette façon de questionner le texte, de lui poser des questions et de trouver en son sein même des réponses. On va s'appuyer donc sur un texte de Kant qu'on a vu ensemble, des fondements de la métaphysique des mœurs. Celui qui renonce à sa liberté et l'échange pour de l'argent agit contre l'humanité. La vie elle-même ne doit être tenue en haute estime que pour autant qu'elle nous permet de vivre comme des hommes, c'est-à-dire non pas en recherchant tous les plaisirs, mais de façon à ne pas déshonorer notre humanité. Donc, dans un premier temps, si on doit commenter ce passage, si on doit expliquer ce passage, on rappelle la position de Kant. Kant prend position pour défendre le caractère absolu de la morale. Mais ne pourrait-on pas dire que la vie vaut plus que la dignité ? Donc là, c'est la deuxième étape, une étape dans laquelle on met en question le texte. On s'interroge, on s'étonne, voire ici, on formule une objection sur le mode hypothétique. Hein ? Ne pourrait-on pas objecter à Kant que la vie vaut plus que la dignité dans certains cas ? Et là, on ne s'arrête pas là. Si on s'arrête là, on n'est pas vraiment dans l'explication. On est peut-être dans le commentaire, voire dans la dérive où on se met à gloser sur le texte, à parler, mais on n'explique pas l'auteur. Pour bien expliquer sa pensée, il faut le faire répondre. Eh bien, Kant répond à cette objection à la ligne 2, puisqu'il nous dit que la valeur de la vie tient à la morale. Hein, ligne 2, il dit « La vie elle-même ne doit être tenue en haute estime que pour autant qu'elle nous permet de vivre comme des hommes. » C'est-à-dire qu'en gros, si vous dites à Kant « Oui, mais attendez, tu nous dis que la dignité, c'est une valeur absolue, qu'on doit en rien y renoncer. Mais si ma vie est en jeu, si je risque de mourir, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je mette entre parenthèses ma dignité ? Est-ce que je n'ai même pas le devoir de sauver ma vie ? Eh bien, en fait, Kant répond à ça. Il nous dit, ce que tu crois sauver, c'est quelque chose qui a de la valeur, je suis d'accord, mais ça a de la valeur parce que tu es un être moral. Donc, si tu salis la morale, eh bien, tu ne sauves rien du tout. Voilà comment, en fait, vous rendez raison de ce texte, vous expliquez Kant. Et la meilleure explication, c'est toujours celle qui rend le texte le plus intelligent possible, le plus fort possible. Hein, si vous avez une explication du texte qui fait que, bon, l'auteur, c'est pas super intéressant, c'est que sans doute, vous n'avez pas trouvé la meilleure explication. Deux petites alertes pour vous montrer que vous êtes passé à côté de l'exercice. Si vous êtes tout de suite d'accord, vous adorez ce que fait l'auteur, sans doute que vous avez raté, vous avez raté le problème. Hein, justement, vous n'avez pas vu en quoi on pouvait avoir un avis distinct. À ce moment-là, vous avez manqué la problématisation. Si, au contraire, vous êtes radicalement contre, vraiment vous dites, mais je ne suis pas du tout d'accord, je ne suis pas d'accord. Souvent, quand vous prenez cette posture, c'est que vous n'avez pas donné sa chance au texte, c'est-à-dire que du coup, vous ne l'avez pas compris. Hein. Les textes qu'on vous propose au bac sont des textes de grands auteurs, et on a tout à fait le droit de penser différemment qu'eux, mais en tout cas, on ne peut pas penser que leurs textes sont indigents. Donc, s'ils vous semblent tels, c'est que vous ne les avez pas compris. Donc là, à vous de fouiller pour donner toujours l'explication qui est la plus favorable au texte que vous commentez. En conclusion, la conclusion de votre devoir, c'est tout simple, c'est vous rappeler le parcours, le problème posé et la solution apportée par l'auteur. Vous pouvez éventuellement rappeler une objection que le texte n'a pas levée. Hein, je disais tout à l'heure qu'il fallait faire gagner l'auteur à chaque fois que vous le questionnez. Cependant, en toute fin, vous pouvez exprimer vos réserves par rapport à la position prise par l'auteur.
Ou encore, vous pouvez proposer un prolongement vers une question philosophique. Voilà, bon courage à tous.